Donc, on va commencer avec Camille Lahaye, qui est étudiante à la maîtrise en physique avec sa présentation « Un algorithme qui n'a pas froid aux yeux ». Ça marche-tu si je me mets ici? Oui, OK, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans le fond, pour comprendre un peu plus mon algorithme, il faut d'abord comprendre c'est quoi qu'on veut étudier avec mon algorithme. Et mon algorithme, il résout les équations pour modéliser un type de supraconducteur à haute température. Et là, c'est une grosse phrase, je suis désolée, mais on va la décortiquer. OK, c'est bon. Dans le fond, les supraconducteurs, ça peut être utile pour faire un petit train à lévitation ou pour faire des circuits quantiques ou des ordinateurs quantiques. En général, un supraconducteur, c'est ce qu'on appelle des matériaux quantiques. Ashwini, après moi, elle va vous parler un petit peu plus de c'est quoi des matériaux quantiques. Une première caractéristique des matériaux supraconducteurs, c'est que ça conduit parfaitement l'électricité. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si vous avez un serpentin de four en conducteur normal, donc c'est par exemple du cuivre, et que vous allumez le rond, donc vous mettez de l'électricité dedans, ce qui va se passer, c'est que ça va faire de la chaleur. Ce phénomène-là, il y a de la chaleur qui émet, ça arrive dans toutes les composantes électriques qu'on a autour de nous. Quand on cuisine, c'est bon, mais quand on ne veut pas cuisiner, c'est ce qu'on appelle une perte d'énergie, en fait. Tandis que si on fait le même exercice, mais avec un supraconducteur et qu'on allume le rond, mais là, on n'aura pas cette perte d'énergie-là parce que le supraconducteur, il conduit l'électricité parfaitement. OK. Prochaine caractéristique des supraconducteurs, c'est que ça repousse parfaitement les champs magnétiques. Donc, ici, je vous montre des aimants, donc nord, sud, nord. On se souvient que des aimants, quand on fait nord-nord ensemble, ça se repousse, et nord-sud, ça s'attire. Puis ça, en fait, c'est le champ magnétique qui est émis par l'aimant. Et je le caractérise par la petite flèche qui est ici. Si on se rapproche vraiment, en gros, de la surface, ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, si on a un supraconducteur et qu'on le met au-dessus du sud, ce qui se passe, c'est ça. En fait, les lignes de champ magnétique, le champ magnétique va être repoussé par le supraconducteur, ce qui fait en sorte qu'en fait, le supraconducteur, il est pris, il ne peut pas bouger de gauche à droite. Mais il peut rentrer et sortir de l'écran, par exemple. Et c'est comme ça qu'on fait un train à lévitation. Donc, j'espère que je vous ai convaincu un petit peu que des matériaux supraconducteurs, c'est vraiment cool. Par contre, c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Ils sont un peu trop cool. Je vous explique. Ici, je vous montre un thermomètre où le maximum, c'est 0 degrés Celsius et le minimum, c'est moins 273 degrés Celsius. Et la température critique, qui est la température en dessous de laquelle les supraconducteurs deviennent supraconducteurs, elle est très basse. Donc ça serait la température à laquelle il y arrive. Heureusement, pour remédier à ça, il y a eu, il y a quelques années, la découverte des matériaux supraconducteurs à haute température. Malheureusement, quand on dit haute température, ça ne veut pas dire que c'est comme température ambiante. C'est quand même dans les négatifs. Et ça prend quand même des équipements de laboratoire, mais on peut voir quand même la différence entre les supraconducteurs à haute température et les supraconventionnels, qu'il y a vraiment une différence entre leur température critique. Et ça fait en sorte qu'ils sont vraiment intéressants à étudier. OK. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment intéressants à étudier parce que c'est pas mal plus applicable. OK. Il y a aussi un phénomène qui se passe dans les supraconducteurs à haute température, du moins dans un type de supraconducteur à haute température. Il est très étrange et je vous l'explique. Donc, oh non! OK. Donc, à gauche, je vous montre une situation où on a un supra et on est à température plus élevée que la température critique, puis à droite, on est en dessous de la température critique. Là, vous allez deviner, quand on va allumer les ronds, comme je vous montrais tantôt, à gauche, on a de la perte d'énergie, et à droite, on est supra. Jusqu'à là, je pense que ça va bien. Et là, si je vous montre la situation au centre ici, où est-ce qu'on est entre les deux, donc on est au-dessus de la température critique, mais qu'on est en dessous de la température qu'on avait ici.
Qu'est-ce qui se passe si j'allume le rond? Notre réflexe, ça serait de dire qu'il va y avoir de la perte d'énergie, comme ici, mais elle va être moindre que l'énergie qu'on perd ici. Et c'est le bon réflexe, en fait, c'est ça qui se passe dans les supraconventionnels. Mais dans certains types de supraconducteurs à haute température, ce qui se passe, c'est le contraire. Il va y avoir une augmentation de la perte d'énergie avant d'arriver à la température critique. Et là, j'aimerais ça vous dire que pourquoi ça fait ça, mais en fait, c'est là-dessus que moi, je me pose la question. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je veux travailler. Puis, c'est ça. J'ai mis cette région-là que je vais étudier en jaune. Donc, c'est pas la phase supraconductrice, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au-dessus. Donc, on revient à ma grosse phrase de tantôt qui faisait peur. Donc, on sait maintenant c'est quoi un supraconducteur à haute température. On sait ça sert à quoi. On sait un petit peu ça mange quoi en hiver. Puis, on sait qu'est-ce qu'on veut étudier des supraconducteurs à haute température. Donc, maintenant, j'arrive à mon algorithme. Mon algorithme, il sert à modéliser ce matériau-là. Le problème, mais dans le fond, vous allez vous dire « Ouais, mais tu ne devrais pas être la première qui essaie de faire ça. » Non, en effet, je ne suis pas la première qui essaie de modéliser des matériaux en général. Et donc, il existe déjà beaucoup de méthodes pour modéliser des matériaux. Le problème, c'est que dans le système que je veux étudier, ces méthodes-là, ils atteignent leurs limites juste avant d'arriver à cette température-là que moi, je veux étudier. C'est un petit peu c'est poche, en fait. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas l'étudier. Mais je vous rassure parce que moi, mon algorithme, comme je disais au début, il n'a pas froid aux yeux parce qu'il est capable de se rendre à très, très basse température. OK. OK. Donc, comment j'ai fait? Là, je vais vous demander de, peut-être pour 2 minutes, d'oublier qu'on parle d'algorithme ou de mathématiques. On va se mettre dans une situation où on est à un match de flag football. On a l'entraîneur Clément, l'entraîneur Amand. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe des matchs de flag football, mais d'habitude, l'entraîneur il va donner un jeu qu'il donne à son corps arrière, et donc un jeu puis à qui il fait la passe. Donc, leur objectif, c'est de bien communiquer avec le corps arrière. Et nous, on va regarder dans quelle mesure ils sont capables de faire ça. Le médium pour la communication, c'est la voix. La voix, c'est une onde mécanique. Une onde mécanique, ça a une longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre 2 maximums consécutifs de l'onde. Une voix aiguë, ça a une longueur d'onde petite, et une voix grave, ça a une longueur d'onde grave. Donc, Clément a une voix plus grave qu'Anna. Et en général, on sait que les sons graves, ils voyagent plus loin, plus facilement que les sons aigus. Par exemple, durant la fête du Lac des Nations, l'été, si vous marchez dehors et vous n'êtes pas trop loin d'un show, ce que vous entendez, ça va être les gros sons, les boom-boom ou les basses. Donc, on sait ça déjà en général. Donc, s'il fait beau, on s'attend à ce que tout le monde soit capable de bien communiquer, ça va bien. Ensuite, si on ajoute du vent, ce qui se passe, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de difficulté à se communiquer ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en science, on aime ça avoir des trucs un petit peu plus définitifs. Donc, on va introduire un concept qui est une longueur d'onde minimale. La longueur d'onde minimale, c'est la longueur d'onde, donc cette distance-là, qui est minimale pour se faire entendre. Donc, plus il y aurait de vent, plus ça prend une voix grave pour se faire entendre. Et ça va dépendre du vent. Là, ça va un peu trop vite, on dirait. Et dans ce cas-ci, Anna, elle ne peut pas se faire entendre parce que sa longueur d'onde est plus petite que la longueur d'onde minimale que je viens de dire. Ensuite, si on met beaucoup plus de vent, si on met beaucoup plus de vent, mais la longueur d'onde minimale pour se faire entendre, elle va être beaucoup plus grande parce que ça prendrait une voix vraiment plus grave, une voix vraiment plus portante pour se faire entendre. Donc là, plus personne n'est capable de communiquer avec leur corps arrière. OK. Et là, tantôt, je vous parlais, on va retourner un petit peu plus à mon algorithme. Tantôt, je vous parlais qu'on abaissait en température. Le vent, quand il vente beaucoup, il fait froid. Donc, on peut relier ça au vent, à la température qui baisse. Et de la même manière que le vent ici fait augmenter la longueur d'onde minimale, dans mon système, il y a ce qu'on appelle une longueur de corrélation magnétique.
Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi, vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi, mais il faut juste comprendre que quand on abaisse la température dans mon système, cette longueur de corrélation magnétique, elle augmente elle aussi de la même manière que la longueur d'onde minimale. Ce qui fait aussi en sorte que mes méthodes numériques, dans la même manière, ils ne fonctionnent plus. Ils ne sont plus capables d'atteindre leur objectif, qui est en fait de donner des résultats fiables ou de fonctionner. Donc ça explique pourquoi est-ce que les méthodes ne fonctionnent plus. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? On va retourner à notre match, où est-ce que Anna, ça aurait pu être Clément, mais on choisit Anna. Anna, elle a décidé de s'acheter un micro et un écouteur pour elle et son corps arrière. Ce qui fait en sorte que le vent, il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus d'importance sur leur communication, ils atteignent quand même leur objectif. Super. Et en plus, ils peuvent maintenant s'échanger. Donc, ils peuvent s'obstiner sur le jeu, l'optimal qui est à faire, et aussi, ils vont se mettre en accord sur un jeu à faire. Ça, c'est très important parce que c'est très similaire à ce que j'ai fait dans mon algorithme. Donc, j'ai donné une manière à mon algorithme de faire des calculs et de réutiliser le calcul précédent pour faire le nouveau. Et ensuite, ils vont s'assurer qu'ils sont en accord. Donc, ça, c'est comme une conversation où on attend la réponse de l'autre pour continuer la conversation, puis ensuite, on arrive à un accord final. Donc, ça s'appelle numériquement de l'autocohérence. Et c'est comme ça que j'ai réussi à contrer ça et à faire un algorithme qui n'a pas froid aux yeux. Et voilà. Donc, on va maintenant passer à la période de questions de 2 minutes. Fait que si jamais vous avez des questions, là, il y a un micro à l'arrière. N'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est comme ça qu'on entend vos questions sur nos enregistrements YouTube. Puis vous avez tout le temps des bonnes questions. Fait qu'on veut pouvoir les entendre sur l'enregistrement YouTube. Tandis qu'il n'y a pas de questions, j'aimerais ça remercier tout le monde. Ah, il y en a une question là. Oui. Il y a une explication très compliquée qui est en lien avec ce qu'on appelle le pseudo-gap. Mais même, en tout cas, c'est pas établi encore, mais oui, on a des pistes, oui. C'est ça la question. Une autre question? Je peux-tu remercier? Okay. J'aimerais ça, oui, remercier tout le monde qui m'a aidé avec ma présentation, surtout Ashvini, avec qui j'ai beaucoup pratiqué, puis toutes mes amies, en fait, à qui j'ai fait ma présentation, puis qui m'ont aidé à, genre, tout la changer, puis, ouais, elle était pas bonne au début. On te remercie, Camille, pour cette cool présentation.